Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout de suite les titres. L'état de siège décrété par le chef de l'État dans la province de Nord Kivu et de l'Ituri a été prorogé de 15 jours sur autorisation du Parlement, ce après que le ministre de la Justice ait présenté à la plénière en mode d'urgence l'économie du projet de loi pour la prorogation de l'état d'urgence voté sans débat au cours de la plénière. Ouvert à la circulation, le 5e saut de mouton dans le district de la Tchangou a été inauguré ce vendredi par le ministre des Infrastructures. Fini les embouteillages dans cette partie de la capitale, un ouvrage qui s'inscrit dans le cadre du programme des 100 jours lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. D'abord, cette nouvelle de l'Assemblée nationale qui vient de nous parvenir. La loi organique sur la réforme de la CENI vient d'être adoptée avec une majorité absolue sur 337 députés présents dans la salle, 336 ont voté pour, 1 a voté non. Elle sera renvoyée au Sénat pour une seconde lecture. Clôture de la session extraordinaire de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Dans leur communiqué final, les dirigeants de la sous-région ont pris acte de la suspension de la Constitution tchadienne de 2018 et la mise en place d'un conseil militaire de transition. Ils encouragent en outre tous les acteurs politiques à s'engager dans la voie de la réconciliation et du dialogue. Nous allons y revenir tout à l'heure. Suite à l'éruption volcanique survenue le samedi dernier à Goma, plus de 500 déplacés de Goma débarquent dans la ville de Bukavu. Le comité de crise mis en place pour accueillir les déplacés a déjà sélectionné plus de 5 sites d'hébergement. Une occasion pour le gouverneur de la province de rendre une visite de réconfort à ces déplacés. Reportage. Environ 500 déplacés venus de Goma, qui se trouvaient dans le centre de transit d'Ndendere dans la commune d'Ibanda, viennent d'être délocalisés vers un autre site. Il s'agit du site de Adi Kivu, situé à Kavumu dans le territoire de Kabare, près de l'aéroport de Kavumu. Les déplacés, à savoir hommes, femmes et enfants, ont été embarqués dans les gros bus du gouvernorat du sud Kivu en présence du ministre provincial de la Santé, Cosmos Kusimo Bishisha. Selon le ministre, le gouvernement provincial a pris en location ces sites dans le souci de mettre dans de bonnes conditions les compatriotes venus de Goma, car là-bas, il y a de maisons construites en matériaux durables, ainsi que tout le nécessaire pour leur séjour au sud Kivu. Le gouvernement provincial du sud Kivu a décidé de délocaliser les sites d'accueil d'Ndendere vers Kavumu, parce qu'effectivement, comme vous le voyez ici, les sites d'Ndendere et Ambash, donc ce sont des conditions non appropriées pour les femmes enceintes, pour les enfants, parce qu'au moins là, le gouvernement provincial a loué un site qui est au moins construit en matériaux durables, et avec une grande capacité d'accueil par rapport à la capacité d'ici à Ndendere, mais également à l'environnement. Vous voyez ici avec tout ce qu'il y a comme poussière pendant cette saison sèche. Là, l'environnement est bon. En tout cas, nous avons estimé que c'est important et urgent pour la bonne santé de nos frères et sœurs venus de Goma de le mettre dans les conditions plus ou moins acceptables. Les déplacés ont remercié le gouvernement provincial à travers le ministre ayant dans ses attributions les affaires humanitaires, car selon eux, c'est grâce au ministre Bishisha qu'ils ont parvenu à se déplacer avec le matelas mis à leur disposition, mais aussi avec d'autres produits constitués de vivres et de non-vivres. Il faut noter que c'est ce jeudi qu'a eu lieu l'installation officiel des déplacés dans ce site de Adi Kivu à Kavumu par le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi. Je l'ai dit tantôt, clôture de la session extraordinaire de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Dans leur communiqué final, les dirigeants de la sous-région ont pris acte de la suspension de la Constitution tchadienne de 2018 et la mise en place du Conseil militaire de transition. Ils encouragent en outre tous les acteurs politiques à s'engager dans la voie de la réconciliation et du dialogue. Le résumé avec le conseiller principal du chef de l'État en charge de la diplomatie. Suivez.
Kintélé, à Brazzaville, où vient de se tenir la conférence économique des États d'Afrique centrale, le dirigeant de la sous-région ont dit soutenir une transition pacifique au Tchad et condamne toute forme de violence. C'est l'essentiel du communiqué final que va nous clarifier le conseil principal du chef de l'État en charge de la diplomatie. La conférence extraordinaire de ce jour à Brazza avait pour objectif, pour thème, le débat sur la situation sécuritaire au Tchad, situation interne du Tchad et situation entre le Tchad et la Centrafrique, donc aux frontières du Tchad. Et les chefs d'État présents, ainsi que les chefs des délégations, chefs des missions, ont débattu toute la journée sur ce thème-là. Et la séance vient de s'achever à des termes positifs. Ils ont adopté des résolutions pour soutenir d'abord soutenir le Tchad dans ces moments difficiles. Vous savez qu'il est arrivé un événement malheureux où le président Idriss Déby a été assassiné. Et donc la transition doit être soutenue selon les chefs d'État. C'était la première décision donc, soutien financier, soutien matériel. Du point de vue financier, il a été décidé de soutenir le Tchad en ce moment des difficultés pour faire une transition pacifique de 18 mois, comme il a été promis, et donc faire des concertations larges. Toute la classe politique tchadienne doit se retrouver autour d'une table. Et donc financièrement, il a été décidé qu'on responsabilise le président de la Commission africaine, M. Moussa Faki, de créer un dossier pour contacter les pays membres de la CEAC qui ont accepté, qui ont signé le fait qu'ils vont contribuer financièrement à aider le Tchad pour qu'il y ait une transition pacifique de pouvoir et élection dans les 18 mois. Et donc, à propos du second point, qui concerne le conflit entre le Tchad et la République centrafricaine, les chefs d'État présents ont noté d'abord la volonté des deux parties, des deux pays, de régler ces différends de façon amicale, de façon amiable, sur le base du dialogue, comme le veut la tradition africaine. Et donc, ils s'en sont remis à une commission internationale pour clarifier les circonstances de cet incident grave où il y a eu des morts de part et d'autre. Il y a eu des soldats, 6 soldats tchadiens tués et des soldats centrafricains tués aussi. Donc, pour que ces genres d'événements ne se reproduisent plus jamais, le sommet a décidé qu'il faut qu'il y ait une commission d'abord pour clarifier et ensuite pour qu'il y ait accompagnement aux frontières, dans ces frontières-là entre les deux pays. Voilà en substance ce qui a été décidé sur la situation générale du Tchad. C'est à travers ces différentes résolutions que se sont clôturés les travaux de la session extraordinaire de la conférence économique des États d'Afrique centrale. Depuis Kintélé à Brazzaville, Guilain Kabalundi et bienvenue Kabamba. Merci Guilain. Et à la Chambre basse du Parlement, les élus du peuple ont autorisé la prorogation de l'état de siège décrété par le chef de l'État dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Au cours de la plénière, la ministre de la Justice a présenté en mode d'urgence l'économie du projet de loi pour la prorogation de l'état d'urgence. Un projet qui a été voté sans débat en vertu des articles 144 et 145 de la Constitution. Cette prorogation prendra 15 jours, à partir de ce 6 juin. Sylvie Mwembo et Bernard Baudot. Dans la recherche des solutions à l'insécurité persistante dans la partie est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait décidé de la mise en place de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Cet état de siège arrive à expiration le 6 juin et le gouvernement, par l'entremise de la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, a présenté un projet de loi portant prorogation de l'état de siège comme l'exige la Constitution, et ce pour une durée de 15 jours. Conduite par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, l'Assemblée plénière a adopté ce projet de loi portant prorogation de l'état de siège après un houleux débat sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire. La volonté affichée par tous étant de voir la sécurité revenir dans ces provinces. Les 336 députés qui ont pris part au vote, 334 ont voté oui. Un député a voté non. Un député s'est abstenu. En conséquence,
L'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au Sénat pour une seconde lecture. À l'issue de cette vote, les députés nationaux ont sollicité l'évaluation de l'état de siège 30 jours après. Et au cours de la plénière présidée par Modeste Bahati Lukwebo, les élus des élus ont adopté aussi le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. 88 sénateurs ont voté pour cette prorogation qui va permettre de combattre les groupes armés qui continuent d'endeuiller les populations de la partie est du pays. Sandra Nyangui. Le Sénat a voté le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège proclamé par l'ordonnance numéro 021/015 du 3 mai 2021. Il sera transmis au président de la République pour promulgation. Il a été adopté par le Sénat en seconde lecture et en des termes identiques avec l'Assemblée nationale, le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo, notamment le Nord Kivu et l'Ituri. Après les explications données par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, qui était accompagnée de 2 autres membres du gouvernement. Sur 109 sénateurs qui composent la Chambre haute du Parlement, 88 ont participé au vote et tous, à l'unanimité, ont dit oui à ce projet de loi qui sera transmis au chef de l'État pour promulgation. Pour ce qui est de différentes prorogations qu'on aura à faire, les discussions ont déjà commencé au sein du gouvernement pour voir s'il ne faut pas prendre une loi d'habilitation qui va permettre à ce que nos forces armées et police sur terrain puissent continuer le travail qu'ils ont commencé. Il fallait donc que nous puissions autoriser la prorogation de 15 jours pour la première tranche. Voilà pourquoi Madame la ministre de la Justice est venue pour nous entretenir sur la question et après nous avons analysé, on a adopté la loi, donc nous avons la prorogation de 15 jours. D'autre part, 2 propositions de loi déjà adoptées à l'Assemblée nationale puis renvoyées au Sénat pour seconde lecture ont été confiées à la commission mixte socio-culturelle et PAJ pour examen avant d'être débattues en plénière. Il s'agit de la proposition de loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones et celle de la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap. Il faut noter que le remplaçant du premier vice-président Sami Badi Bangantita sera connu avant la fin de la session ordinaire de mars. Son élection et installation interviendront le samedi 12 juin prochain, selon le chronogramme de la décision du bureau adopté par la plénière. Signalons qu'au cours de la même plénière, le réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle a été traité à huis clos et la plénière a décidé de le confier à une commission spéciale qui présentera son rapport à la plénière qui décidera du sort de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. À l'hôtel du gouvernement, le Premier ministre a eu une séance de travail avec la cellule d'éveil stratégique de la présidence de la République. Cette cellule a pour mission principale de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des engagements du président de la République dans le programme du gouvernement. Pati Tondwangu et David Moubenga. Rattachée à la présidence de la République, la cellule d'éveil stratégique de la présidence a essentiellement pour mission le suivi et l'évaluation de l'exécution du programme du gouvernement et de faire des propositions au chef de l'État. Son coordonnateur François Mwamba a examiné avec le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, qui a la charge de mettre en œuvre le programme du gouvernement, la manière de collaborer et ce pour l'intérêt de la population. Nous sommes venus voir le Premier ministre, on a convenu d'une feuille de route que nous allons mettre en œuvre. Quoi de plus normal, puisque ce n'est pas nous qui faisons, nous suivons, que de venir faire une séance de travail avec celui qui a la charge de mettre en œuvre, puisque le programme du gouvernement est mis en œuvre par le Premier ministre avec le concours de son gouvernement. Quand on parle des engagements du président de la République, ce n'est pas une affaire personnelle, c'est des engagements pris pour améliorer la condition de vie
des populations congolaises. Cet exercice ne concourt qu'à la recherche du développement de la République démocratique du Congo et à l'amélioration des conditions de vie des Congolaises et des Congolais, priorité du chef de l'exécutif national. Je l'ai dit au sommaire, il est désormais opérationnel. Le saut de mouton du quartier Bitabé dans la commune de Massina a été ouvert à la circulation. Vous le savez, ce saut de mouton a été construit non loin du marché de la Liberté sur le boulevard Lumumba. L'ouverture de ce bel ouvrage a été faite par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro. Un reportage de Blaise Bokoka. Enfin, le saut de mouton de Bitabé est ouvert au public. Fini les lamentations, fini les calvaires, fini les bouchons. Les 3 sauts de moutons construits sur le boulevard Lumumba sont désormais opérationnels. Le dernier en date a vu le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, tirer le ruban symbolique en présence de plusieurs personnalités venues pour la circonstance. Tout honneur mérité au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'initiateur de ces œuvres, et au gouvernement pour les financements. Nous sommes venus annoncer à la population que conformément à la promesse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, qui avait promis à la population effectivement la réalisation de ces ouvrages. Aujourd'hui, cette promesse est devenue réalité et voilà, nous procédons à l'ouverture, à la circulation de ce saut de mouton. Satisfaction du directeur général et de l'Office des routes qui était au four et au moulin pour suivre à quelques détails près la construction de ce bel ouvrage. Cet ouvrage, nous livrons ça à la population dans le cadre de l'année du 50aire de l'Office des routes. Donc c'est tout un symbole. Merci au gouvernement pour avoir donné les moyens. Il reste encore une partie pour terminer le reste du projet, que les dispositions seront prises pour que nous arrivions à enfin avoir notre voie rapide dans cette ville comme dans toutes les grandes villes du monde. L'on ne cessera jamais à se le dire, construire un ouvrage est une chose, mais le protéger en est une autre. C'est aux principaux bénéficiaires de les protéger jalousement, car la République démocratique du Congo n'est pas un point, mais plutôt une surface. Aujourd'hui, c'est le saut de mouton à Kinshasa et demain, d'autres provinces en auront également besoin. Alexis Guissaro a effectué également une visite d'inspection dans les services techniques et administratifs du centre de formation des agents du FONER. C'était une idée réalisée et une occasion pour lui plutôt de tâter du doigt les difficultés que rencontrent les entreprises. Eurydice Kituto. Situé au quartier Kingabwa dans la commune de Limete, le service technique et administratif qui jadis était le garage de l'administration publique servait également d'approvisionnement du charroi automobile de l'État n'est plus que l'ombre de lui-même. Depuis la période électorale de 2018, il est occupé par une unité de la police, habitation, marché, sous-location, c'est le tableau désolant présenté au ministre d'État des ITP, accompagné du secrétaire général aux infrastructures et madame le DG de STA, Alexis Guissaro s'est entretenu avec le chef de cette unité de la police qui occupe les locaux du STA. Les étudiants de CEFAV ont exprimé aussi leur ras-le-bol de voir les éléments de la police appelés communément Oujana logés dans leur bureau. Alexis Guissaro promet de résoudre ce problème dans un bref délai. Au secrétariat général aux infrastructures et reconstruction, le ministre d'État des ITP s'est imprégné des conditions de travail des agents. Visite de bureau, présentation des mémos. Partout où il est passé, le ministre a prêté une oreille attentive à toutes les doléances des agents. Cette ronde s'est terminée aux installations du FONER. Accompagné de madame le DG intérimaire, le ministre a visité tous les locaux avant de terminer à la salle d'exposition des réalisations de tous les projets que le FONER a financés. Au personnel de cette structure, le ministre d'État des ITP a appelé à un engagement pour plus de mobilisation de recettes susceptibles de financer les travaux routiers à travers la République. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur sécurité, s'est entretenu avec l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont échangé sur l'appui de l'Union européenne dans la réforme de la police nationale. José Baïtombo et Ibrahim Chako.
Les soutiens de l'Union européenne à la sécurité et la paix en République démocratique du Congo, la question était au cœur des fructueux échanges entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République démocratique du Congo. Une première rencontre très significative axée sur cette périlleuse question de sécurité avec en toile de fond l'appui à la réforme de la police nationale congolaise. Un appui qui a permis de renforcer la professionnalisation de la police en établissant les fondements de la mise en place d'une police civile impartiale au service de la population. Jean-Marc Châtonnier a aussi fait part à Daniel Asselokito-Wakoy de l'autre appui de l'Union européenne à la RDC sur la construction de l'Académie de la police qui matérialise la stratégie de la réforme de la PNC dans ses composantes ressources humaines et formation. Ce sont des fonds que nous avons engagés depuis plusieurs années et que nous continuons. Nous avons notamment soutenu la construction de l'Académie de police et nous souhaitons bientôt pouvoir l'inaugurer. Et donc voilà, nous avons vu avec le ministre quelles seraient les mesures à prendre pour permettre l'inauguration et l'ouverture de l'Académie de police, pour permettre aussi l'appui à la réforme de la police dans un certain nombre de provinces de la RDC. Il a accueilli très favorablement ces perspectives de coopération qui se poursuivent pour avoir véritablement des résultats très très concrets dans l'appui à la police congolaise. Maître Daniel Asselokito-Wakoy, qui croit dur comme fer à la mise en place en République démocratique du Congo d'une police professionnelle, a rassuré son hôte de l'accompagnement permanent et sans faille du gouvernement de la République. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, s'est rendu dans la province de la Mongala, plus précisément à Bumba, où il a été reçu chaleureusement. Sur place, Jean-Pierre Liaou a eu des échanges avec le syndicat des enseignants sur les questions liées à la mécanisation des enseignants. Il a également obtenu la levée de la grève. Cédric Kenina pour le reportage. Des honneurs militaires, Bumba retrouve son élu, aujourd'hui vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. L'ambiance est électrique. La marée humaine déferle un peu partout. Jean-Pierre Liaou vient de représenter les chefs de l'État au sacre de l'évêque Joseph Bernard Likolo à Lissala. Les voici dans la Mongala, accueillis triomphalement au stade de Bumba qui refuse du monde. Dans son adresse, le patron de la fonction publique a eu des mots justes pour remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour les choix opérés. Merci Nzambe parce que merci à Dieu qui a permis à ce que le chef de l'État puisse jeter son dévolu sur ma modeste personne à la tête du ministère de la fonction publique. C'est une lourde charge. Dans cette chaleur humaine, Bumba n'a pas oublié ses problèmes au quotidien, notamment la grève des enseignants. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, s'est mis aussitôt à l'écoute de la délégation syndicale locale. Échange fructueux, Jean-Pierre Liaou a réussi à décanter la situation et obtenir la levée de la grève. Voilà, nous allons recevoir en direct sur ce plateau le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, qui va nous lire le compte-rendu de la réunion du Conseil des ministres. Compte rendu de la 6e réunion du Conseil de ministres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé aujourd'hui la 6e conférence du Conseil de ministres par visioconférence. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Premier ministre chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. Et 4. Examen et adoption de dossiers. 1. De la communication du Premier ministre chef du gouvernement. La communication du Premier ministre a porté premièrement sur le message du Président de la République destiné aux membres du gouvernement. Ce message concernait essentiellement
les rapatriements de reliques de l'ancien Premier ministre et héros national, Patrice Emery Lumumba, suivant le programme convenu entre la République démocratique du Congo, la famille Lumumba et le Royaume de Belgique. Il est prévu à cet effet, à Bruxelles le 21 juin prochain, la cérémonie de récupération de reliques par le président de la République démocratique du Congo. Ensuite, une tournée avec ces reliques se déroulera à travers les villes qui ont connu le parcours de cet héros national, je cite, Lumumbaville, Kisangani, Chilatembo. L'enterrement est prévu à la place échangeur à Kinshasa en présence du roi de Belge le 30 juin 2021. Le gouvernement a donc été instruit de prendre dès à présent toutes les dispositions pour accélérer les préparatifs de ces grands événements et d'organiser en marge de celui-ci des cérémonies culturelles en tenant compte du thème de la présidence de l'Union africaine de la République démocratique du Congo, à savoir culture, art et patrimoine. Le Premier ministre est revenu dans sa communication sur le dieu massacre d'une soixantaine de compatriotes qui a eu lieu dans la nuit du 30 au 31 mai dernier dans les villages Boga et Tchabi, chefferie Banyali-Kilo, en territoire d'Irumu dans la province de l'Ituri. Il a déploré cet acte ignoble commis par des miliciens ADF-MTM en débandade après avoir été délogés des localités qu'ils occupaient par nos forces armées de la République démocratique du Congo. Ces actes criminels sont la preuve que l'action de nos forces armées contre le groupe monte en puissance dans les provinces placées sous état de siège. Le gouvernement tient à rassurer le peuple congolais en général et les familles des victimes en particulier que les forces loyalistes sont à la poursuite des auteurs de ces actes cruels pour les neutraliser et les amener devant la justice. Au chapitre de l'éruption volcanique, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a fait état de la baisse de l'activité sismique du volcan Nyiragongo observée durant ces 4 derniers jours par nos scientifiques de l'Observatoire vulcanologique de Goma. Si cette tendance se maintient, le gouvernement central, en accord avec le gouvernement provincial, va envisager le retour progressif et ordonné de la population déplacée suivant les paramètres sécuritaires et sanitaires en cette période de pandémie à Covid-19. Ces retours devront prendre en compte la spécificité des catégories, notamment les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, ainsi que les femmes et les enfants. Pour ce qui concerne la prise en charge des déplacés, le Premier ministre a relevé la poursuite et l'intensification du déploiement de l'aide humanitaire suivant le site des déplacés en collaboration avec les ONG opérant dans les secteurs humanitaires. La population est appelée une fois de plus à rester vigilante, à l'écoute des informations et à observer strictement les mesures et les décisions des autorités provinciales. Au point 2 du Conseil de ministres relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Sécurité, a brossé la situation de l'état du territoire national. Il y a mentionné quelques faits saillants, parmi lesquels 1. La situation humanitaire dans la province du Nord Kivu et les conséquences socio-économiques de la récente éruption volcanique qui touche les provinces voisines du Maniema et du Sud Kivu. Il est observé la hausse des prix des denrées alimentaires suite à la fermeture de l'aéroport de Goma. Les autorités locales ont été instruites de suivre cette situation auprès des opérateurs économiques véreux pour mettre fin à cette spéculation. Les fonctionnements des institutions provinciales, marqués notamment par la déchéance du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Maniema par l'Assemblée provinciale le 27 mai dernier, la déchéance du gouverneur de la province de Lomami le 31 mai dernier et à la même date par le vote d'une résolution portant mise en accusation du gouverneur de la province du Maïndombe par l'Assemblée plénière sur réquisition du procureur général près de la Cour de cassation, un rapport exhaustif du vice-premier ministre
ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, sera bientôt soumis au président de la République et présenté en Conseil de ministres. Au chapitre sécuritaire, prenant la parole à son tour, la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant est revenue principalement sur l'évaluation et de la mise en œuvre de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Outre la mise en place des dispositions administratives et opérationnelles, plusieurs actions sont à mettre à l'actif de forces armées de la République démocratique du Congo, notamment 1. Pour la province du Nord Kivu, l'opération Sukola 1 dans le Grand Nord. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont réduit la capacité des nuisances des mouvements terroristes dans les secteurs de Rwenzori, à l'ouest de la cité de Oicha, notamment Mandumbi et Mamove. 35 ADF MTM ont été neutralisés par les forces armées au village de Kilia, groupement Boulou-Kigraben dans les secteurs de Rwenzori. 14 parmi les ADF neutralisés sont des étrangers. Le tristement célèbre milicien Maïmaï Kassere Kamatina Désiré, allié tantôt aux ADF, tantôt au FDLR, pour des actions criminelles contre la République, a été arrêté ce vendredi 4 juin 2021 par nos forces armées. La route Mbao-Kamango, au cœur du célèbre triangle de la mort, a été totalement pacifiée et séjour sous entier contrôle de l'armée régulière. Tous les bastions connus et non connus de l'ennemi ont été détruits et les cultivateurs ont repris leurs activités avec satisfaction. Les services de renseignement militaires ont réussi à démanteler et arrêter plus de 70 collaborateurs des ADF dans les villes de Bunia, Butembo, Goma, Kassindi et Beni. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont également libéré 26 élèves pris en otage par les ADF à Tchani-Tchani. Pour ce qui concerne l'opération Sukola 2, toujours dans la province du Nord Kivu, des opérations militaires ont été menées à Rutshuru et dans les Massissi contre les FDLR, les Nyatura, APCLS, NDCR. C'est dans ces cadres que la pression de forces armées a poussé les CMC Nyatura de Domi en Débanda dans les territoires de Rutshuru à déclarer sa disponibilité à se rendre aux forces armées. Sur l'axe Massissi-Centre, 6 localités ont été conquises, dont Singa, Embe et Kaanga. D'importantes quantités de munitions ont été récupérées. 8 combattants ont été capturés et 11 autres ont été neutralisés. Sur l'axe Kinyana, 5 localités ont été également conquises, dont Ngingwe, Kinyamatembe et Luana. Pour ce qui concerne la province de l'Ituri, décrétée depuis le 3 mai 2021 et entrée en vigueur les 6 du même mois, les résultats cumulés des opérations militaires menées de manière intensive par nos forces armées se présentent comme suit dans la province de l'Ituri. 5 territoires donc, Aruma, Gidjougou, Irumu et Mambasa. Intensification des opérations de neutralisation de groupes armés locaux et étrangers, notamment ADF, Codeco, FPIC, FRPI et autres forces négatives. Les bilans des opérations mentionnent 39 terroristes neutralisés, 5 autres capturés, d'importantes saisies d'armes et munitions. L'on signale aussi la reprise de l'activité économique, matérialisée par la réouverture de la nationale numéro 4, la réouverture des écoles, des marchés et d'autres commerces, la libre circulation de personnes et de leurs biens. On signale en outre la signature ces jours, soit vendredi 4 juin 2021, de l'acte d'engagement à Irumu par tous les chefs des chefferies et des groupements pour soutenir l'action de nos forces armées et se désolidariser des groupes armés, sensibiliser la jeunesse et la population à soutenir l'action de l'état de siège en cours et piloté par le lieutenant-général Luboya. 20 localités ont été conquises dans le centre des négociations de Libye, le pont Nizi, les localités Ala, Sanduku, Bale, Gudjo et Dera. 3 chefferies conquises et un grand bandit à main armée a été arrêté.
Les villages Nyakunde, Marabo, Masianongo, Kuka, Kiabusuku, Malumbao, Malumbata ont aussi été récupérés. Le point 3 du point 2 du Conseil de ministres concernant le point d'information a été consacré aux inondations observées dans la partie sud-est de notre pays. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, est revenue sur les inondations observées ces derniers jours sur les rivages du lac Tanganyika, touchant les villes de Kalemi et d'Uvira. Ces inondations sont dues, entre autres, à la force tectonique de l'éruption du Nyiragongo qui était à la base des vagues et à la forte montée des eaux. Les dégâts observés dans les villes sont principalement dus à l'occupation anarchique des berges des rivières ou des plans d'eau, contrairement aux prescrits de l'article 40 de la loi numéro 15/026 du 31 décembre 2015. Cette situation a provoqué les déplacements de population ainsi que la paralysie des activités économiques, notamment dans les ports de Kalundu et d'Emoba. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a instruit le ministre de la Solidarité et des Affaires humanitaires de prendre toutes les dispositions pour apporter l'appui du gouvernement aux populations affectées. Réagissant à ces propos, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a informé le Conseil de ministres qu'à partir du 15 juin de ces mois, le gouvernement va lancer la construction des digues qui permettront de protéger les villes exposées à l'avenir. Concluant son propos, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a proposé de rendre opérationnel le centre hydro-informatique du Congo pour assurer la prévision météorologique et pallier à ces types de situations. 4. Toujours dans les chapitres de points d'information. L'évolution de la situation de la pandémie à Covid-19. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention est quant à lui revenu sur la situation globale de la pandémie. Après avoir déclaré hier jeudi le début d'une troisième vague de la pandémie qui est due entre autres au relâchement des mesures barrières, au ralentissement du processus des vaccinations et à l'exposition aux variants étrangers. Intervenant à ces sujets, le Premier ministre chef du gouvernement a informé le Conseil que suite à l'instruction du président de la République communiquée à la dernière réunion du Conseil de ministres, il a réuni le comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19 pour statuer à la fois sur les revendications du personnel du dit comité et la manière de renforcer la campagne. Le gouvernement, qui confirme le message du ministre de la Santé annonçant les débuts de la troisième vague, invite tous les acteurs sociaux impliqués dans la lutte contre la pandémie à renforcer la vigilance. Dans les jours qui viennent, le gouvernement annoncera des mesures de riposte plus strictes. Entre-temps, il va augmenter la capacité des hôpitaux en oxygène. Il va intensifier la campagne de sensibilisation pour une prise de conscience réelle sur l'existence de cette maladie. Il va redoubler d'efforts pour encourager la population à la vaccination. Et il va organiser des tests rapides, obligatoires et gratuits pour tous les voyageurs arrivant de l'étranger. Le gouvernement invite tout le peuple congolais au respect strict et scrupuleux des mesures barrières. Le point 3 du Conseil de ministres. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. Le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 5e réunion tenue le vendredi 28 mai 2021. Examen et adoption d'un dossier. Dernier point à l'ordre du jour du Conseil de ministres de ce jour. Le ministre d'État, ministre du Plan, a présenté le plan de travail triennal du Comité national de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE, en République démocratique du Congo, pour la période allant de 2021 en 2023. Après avoir rappelé l'importance de cette initiative, il a relevé la nécessité pour le gouvernement d'adopter le présent plan de travail qui constitue l'instrument authentique de gestion
aux yeux du Comité international des litiers et des partenaires multilatéraux. Cette démarche permettra, entre autres, de regagner la crédibilité et la confiance de partenaires, d'améliorer les climats des affaires et d'être éligible à la poursuite du programme avec le Fonds monétaire international à l'issue des revues programmées. Le gouvernement de la République entend s'acquitter régulièrement de sa part au financement du budget des litiers RDC afin de lui permettre d'accomplir son mission en qualité d'assistant de l'État en bonne gouvernance et lutte contre la corruption dans les secteurs extractifs. Après débat et délibération, le plan de travail a été adopté. Le Premier ministre a terminé le Conseil de ministres en informant le membre de son gouvernement de la mise en place prochaine du programme de désarmement, démobilisation, relèvement, communauté et stabilisation pour accompagner l'état de siège en cours dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ces programmes permettra, entre autres, d'assurer la réintégration à la vie civile des miliciens qui ont accepté de désarmer. Enfin, il a encouragé les membres du gouvernement, dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, à accompagner la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, à planter au moins 2 arbres ce samedi 5 juin 2021. Pour un meilleur encadrement des financements étrangers, le Premier ministre a aussi annoncé la réforme de certains services d'État. Commencée à 10h30, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 13h22. Je vous remercie. Voilà, vous venez de suivre le compte-rendu du Conseil de ministres lu par le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication des médias, Patrick Mouyaya. Une délégation de la communauté économique des États d'Afrique centrale a rencontré le ministre de la Recherche scientifique pour marquer la solidarité et la compassion à l'endroit du gouvernement et du peuple congolais après l'éruption volcanique du Nyiragongo. José Panda a saisi l'occasion pour solliciter la tenue d'une conférence régionale sur la gestion du volcan. Marie Kalong pour le reportage. Quelques jours après l'éruption volcanique de Nyiragongo à Goma dans le Nord Kivu, la communauté économique des États de l'Afrique centrale est venue auprès du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Panda Kabangu, marquer sa solidarité au gouvernement de la République démocratique du Congo et au peuple congolais. La délégation de la CEAC, représentant les 11 États membres de la communauté, a voulu également récolter les informations nécessaires au niveau des besoins et attentes de la RDC après cette catastrophe naturelle afin de se projeter dans une action d'assistance à court, moyen ou long terme. En tant qu'Africain, en tant que Bantou, quand le voisin est touché, vous devez précipitamment venir l'assister pour démontrer qu'il n'est pas seul. José Panda Kabangu a saisi l'opportunité pour solliciter la tenue d'une conférence régionale sur la gestion de l'économie du volcan. Comme l'a proposé M. le ministre, appuyer techniquement la RDC à organiser très prochainement une conférence sous-régionale sur la gestion de l'économie du volcan. On ne va plus regarder seulement comme quelque chose de négatif, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que le volcan, on puisse exploiter toute la valeur économique, écologique, sociale du volcan à travers tout un cadre institutionnel qui nous permettra de mobiliser les gens au niveau de la sous-région et même au-delà de la sous-région, surtout ceux qui ont de l'expérience en la matière. C'est en rapport avec l'article 89 du traité révisé de la CEAC que s'est effectuée cette rencontre. Bouffée d'oxygène pour la Société nationale de chemin de fer du Congo et la compagnie aérienne Congo Airways, la firme African Union Development veut doter la CNCC des nouvelles locomotives et Congo Airways des nouveaux aéronefs. L'annonce a été faite après l'entretien qu'il y a eu entre le ministre des Transports et Voies de Communication et du Développement et l'administrateur gérant de la firme sud-africaine Adwe Suzik Ngoy pour le reportage.
Africa Union Development, une société de gestion de projets entièrement intégrée et un acteur dans la propriété d'infrastructures des ressources technologiques. Son administrateur gérant Théophile Badoana a présenté au ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement un plan de relance du transport aérien et ferroviaire par la SNCC, Société nationale de chemin de fer du Congo, et Congo Airways. Un schéma d'accompagnement qui porte sur l'acquisition de 40 locomotives et le réaménagement de la voie ferrée. Nous pouvons signaler dorénavant que nous avons mis sur pied une ligne de financement qui porte sur des investissements pour lesquels nous avons des mécanismes d'injection dans le pays. Et nous avons la possibilité effectivement de financer directement les locomotives, notamment auprès de fabricants américains, tout comme les aéronefs que nous comptons financer directement depuis les fabricants par le biais des leasing. Projet jugé intéressant par le ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Cheriba Okendesenga, qui attend de cette entreprise des actions concrètes qui devront permettre l'effectivité de cette relance. Africa Union Development construit et fournit également aux institutions publiques et privées des solutions des projets, y compris l'investissement en capital, le renforcement des capacités, l'amélioration des revenus, les opérations et la maintenance. Voilà, je reçois sur ce plateau le porte-parole du chef de l'État, M. Kasongo Mwema Iyamamba, qui vient justement nous lire quelques ordonnances présidentielles. Merci beaucoup, Maman Anita Luamba. Il y a 2 ordonnances. La première, c'est l'ordonnance numéro 21-031 du 1er juin 2021 portant nomination d'un ambassadeur itinérant du chef de l'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79 et 91, vu le décret-loi numéro 17/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État, spécialement en ses articles 1er, littéra 7, 3, 4 et 9. Vu l'ordonnance numéro 21-010 du 5 mars 2021, portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement en ses articles 3 et 11. Vu l'ordonnance numéro 21-003 du 25 janvier 2021 portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est nommé ambassadeur itinérant du chef de l'État en charge du suivi des organisations internationales, M. Luanga Mukela Faustin. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 1er juin 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 1er juin 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. La deuxième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21-032 du 1er juin 2021 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo.
je vous fais l'économie de cette ordonnance en vous disant tout de même que dans son contenu, l'ordonnance précise qu'il est créé en République démocratique du Congo, sous l'autorité du président de la République, un Conseil national de la couverture santé universelle, CNSCU en sigle, si dénommé le Conseil. Le Conseil est un cadre de concertation, d'orientation et de suivi de tous les services ayant un objet en rapport avec la couverture santé universelle. Son siège est établi à Kinshasa. Dans son article 2, et je m'arrêterai là, le Conseil a pour mission de définir la politique nationale de la couverture santé universelle et de s'assurer de sa mise en œuvre efficiente suivant ses orientations. À ce titre, le Conseil, définit les grandes orientations relatives à la couverture santé universelle et au développement du capital humain en rapport avec cette dernière. Il assure le suivi de la mise en œuvre des interventions relatives à la couverture santé universelle. Il délibère sur toutes les questions intéressant la couverture santé universelle. Il mobilise les ressources en faveur de la couverture santé universelle. Pour la suite de cette ordonnance, je vous renvoie au journal officiel qui vous donnera tous les détails. Merci Kassongo Mwema Yambamba d'avoir lu ces ordonnances présidentielles. Je continue avec mon journal. Dieudonné Tchiboboa poursuit avec son plaidoyer sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Une question qui intéresse non seulement les Congolais de la diaspora, mais aussi le coordonnateur du mouvement pour l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, Séverine Katanda et Jean-Louis Nouga. L'origine d'une personne ne se proclame pas, mais elle est tout simplement naturelle. C'est la raison fondamentale de ces plaidoyers initiés par ce mouvement qui ne jure que sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine et de la Fédération de la diaspora congolaise. Présidée par Maître Dieudonné Tchiboboa Mbouyi, cette structure prend en compte la déclaration du chef de l'État du mois de décembre 2020 et avril 2021 et se fait un chaud partisan de la révision de l'article 10 de la Constitution afin que l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine soit clairement explicitée en faveur de compatriotes qui ont acquis une deuxième nationalité pour de raisons diverses. Il est temps que le Congolais se réveille. Nous défendons le Congolais d'origine, sans exclure qui que ce soit. Mais nous disons qu'un Congolais d'origine ne peut pas perdre sa nationalité. Nous plaidons pour l'irrévocabilité. Et la preuve, c'est que quand vous regardez beaucoup de Congolais d'origine, j'insiste, qui ont acquis d'autres nationalités et qui sont à l'extérieur, se battent pour leur pays. Et c'est pour ça que moi je plaide pour une mise en place d'une table ronde effective avec toutes les parties prenantes. On ne peut pas exclure des millions de Congolais pour une histoire qui est totalement dénudée de sens. Parce qu'aujourd'hui, l'exclusion dont fait part la plupart des Congolais ne se justifie pas. Usant de sa casquette de juriste, Maître Dieudonné Tchiboboa, avocat au barreau de Bruxelles, Kinshasa, Gombe et Kananga, fait une proposition qui va dans le sens de la mise en place d'une commission qui sera ouverte aux hommes des différents horizons sociopolitiques au pays et pourquoi pas hors frontières nationales, pourvu qu'ils soient capables à l'enrichissement de la réflexion. Augustin Kabouya poursuit avec sa tournée de redynamisation et d'installation des comités fédéraux du parti présidentiel. Cette fois-ci, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social s'est rendu à Kenge, dans la province du Kwango, accompagné d'une forte délégation, ce après avoir fait une escale à Kinshasa. Alain Bikaï.
La ville de Kenge, dernière étape de la tournée du secrétaire général de l'UDPS dans l'espace Grand Bandundu. Le chef-lieu de la province du Congo est sorti de son très quotidien calme pour se plonger dans une ambiance de fête en vue d'accueillir les chefs de l'exécutif national de l'UDPS. Dans cette foule indescriptible, l'on pouvait naturellement se rendre compte de la présence des partis alliés avec effigie et drapeaux flottants. Une véritable démonstration de force qui confirme l'affiliation de cette grande ville à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la grande place de Kenge, le secrétaire général de l'UDPS devant une foule chauffée à blanc a transmis les salutations du couple présidentiel aux nombreux Congolais avant de procéder à l'installation du comité fédéral. Le temps fort de cette activité, c'est aussi la présentation à l'opinion les animateurs de ce comité de l'UDPS Congo qui sera dirigé par Inana Masuku avec comme mission préparer les échéances à venir. Pour couronner le tout, Augustin Kabouya a également présenté les dignes filles et fils du Congo nommés au sein des institutions de la République. Congo fait partie des priorités du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ce qui justifie même la présence de nombreux fils et filles. C'est ce qui justifie la présence élevée des filles et fils du Congo au gouvernement central. C'est pourquoi en 2023, vous devez soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'UDPS a renchéri secrétaire général. Les cadres et éventuels candidats de l'UDPS ont été présentés à l'assistance. Question de les rapprocher de la base. Concernant les doléances de la population, les numéros 2 du parti présidentiel a pris engagement de saisir les autorités compétentes. La nuit, Kenge ressemble à une ville fantôme à cause de l'obscurité. Et puis, la coalition Lamouka a tenu cet avant-midi un point de presse. Pour Adolphe Mozito, il est nécessaire et important que la CENI, que la société civile plutôt, puisse diriger la CENI. Suivez. La proposition de loi organique modifiant la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, en discussion à l'Assemblée nationale, intéresse tout naturellement d'ailleurs tout acteur politique. La coalition Lamouka, que dirige Adolphe Mozito, a tenu un point de presse vendredi pour donner son point de vue. La CENI doit être dépolitisée pour éviter les approximations partisanes qui conduisent depuis 3 cycles électoraux à des contestations sanglantes et fracturent davantage notre société. Du point de vue de la Mouka, les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante doivent provenir de la société civile. Il en appelle à la prise de conscience de tous pour sauver la patrie. Dans un échange avec la presse, Adolphe Mozito et Martin Fayoulou estiment que les réformes ne sont pas pour eux, mais plutôt pour le peuple. Ils se battront pour faire entendre leur voix et que rien ne pourrait les intimider, eux qui se réclament des résistants descendants d'Etienne Tshisekedi et d'Antoine Gizenga. Et pour finir, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie a célébré ce vendredi 4 juin le jubilé d'or de son autorité morale, Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, au cours d'une messe d'action de grâce organisée à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Une occasion pour son secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Chadari, d'exhorter les membres de son parti à lutter contre les antivaleurs. Odilon Kayuma. Ce vendredi 4 juin 2021, jour anniversaire de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, et de sa sœur jumelle, l'honorable Janet Kabila. Tous totalisent 50 ans d'âge. Dans une cathédrale bondée, les membres du Front commun pour le Congo FCC ont rendu grâce à Dieu pour les dons de vie dont sont bénéficiaires les 2 personnalités à l'honneur ce jour. Dans son homélie tirée des 2 Timothée, chapitre 3, versets 10 à 7, l'abbé Yves Coco a exhorté l'assistance à privilégier toujours les relations de libre consentement, relations fondées sur le véritable amour, sans intérêt, recommandées par le Dieu Tout-Puissant. Et l'effet, a-t-il poursuivi, de venir prier pour Joseph Kabila Kabange et sa sœur jumelle, Janet Kabila, a souligné l'abbé Coco, démontre à suffisance tout l'amour que porte la communauté nationale envers eux. Les autres formes des rapports, entre autres, les relations d'histoire et d'obligations professionnelles, souvent sont fondées sur les intérêts matériels très passagers.
L'officiant a invité ainsi les fidèles ici présents à les éviter. Prenant la parole, Emmanuel Ramazani Chadari a vanté les qualités de Joseph Kabila Kabange et les exploits qu'il a réalisés pendant son règne à la tête du pays. Après la messe, le siège national du PPRD a été pris d'assaut par les cadres et les militants pour commémorer l'anniversaire de Joseph Kabila Kabange et de Janet Kabila. Au nom de sa famille politique, le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari a saisi l'opportunité pour exprimer toute la compassion aux compatriotes de Goma sous le stress de l'éruption volcanique. 1 minute de silence a été observée en mémoire des personnes décédées toujours à Goma. Emmanuel Ramazani Chadari a également appelé ses semblables en cette période de crise sanitaire à se protéger en portant les masques pour éviter les pires. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur la chaîne nationale. Moi, je vous retrouve le vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Tout part de là. Une idée, un rêve qui grandit. Le souhait d'un partenaire, d'un accompagnement sur mesure, d'un financement adapté. Pour que de l'intention naisse un projet. Chaque jour, BGFI Bank se mobilise et se transforme pour offrir à ses clients une